Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui Sophie va nous emmener pêcher. Comment ça va Sophie ? Peu fatigué, c'est la fin de l'année, il y a 15 000 trucs à faire, je t'avoue que je ne m'en sors pas. C'est vrai que c'est la fin de l'année, alors pour vous, vous serez déjà au mois de janvier, même le mois de janvier aura déjà bien été entamé, mais c'est vrai que pour nous c'est la fin de l'année, c'est notre dernier enregistrement de l'année, Sophie d'ailleurs. Exactement. Et tu vas nous parler du coup de poissons, ou plutôt d'aigle pêcheur. D'aigle pêcheur, oui, bah, poisson, pas forcément, mais enfin disons qu'on va surtout parler de la bestiole, quoi, du piou-piou lui-même, tout de même. Eh ben, génial. Mhm. Et moi je vous parlerai d'Arfan des Neiges, voilà, je pense que ce sera dans la deuxième partie de l'émission, on découvrira ce que tu as à nous dire sur l'aigle pêcheur, le bigargue du coup finalement. Oui, exactement. Mais avant tout ça, même en cette fin d'année Sophie, il y a la rétro piou-piou. Alors qu'est-ce que tu as découvert de ton côté pour cette dernière de l'année ? Alors, de mon côté, une petite news sur Ornithomédia, très sympa. Vous avez des visiteurs qui vous viennent d'Amérique en ce moment. Un martin pêcheur d'Amérique découvert en Bretagne. Et donc, plein de monde sont allés le voir, évidemment. Enfin, tous les ornithologues du coin, ils sont partis avec leurs caméras. On aurait été content de les rejoindre, mais malheureusement, je suis un petit peu loin, donc voilà. Alors, pour toi, c'est un peu loin. Moi, bah, je reviens justement de Rochefort, donc bon, j'aurais pu faire un crochet, mais c'était trop tard. Oui, c'était un peu tard, oui. Alors, pour vous donner la localisation exacte, pour ceux que ça intéresse, je sais pas s'il y sera encore quand l'épisode sera publié, mais bon, au cas où on ne sait jamais, il se trouve près de Glomel, ça se situe dans les Côtes d'Armor. Exactement. Et c'était une des news que j'avais justement prévues dans cette rétro Ah piou-piou. mince. Et apparemment, ce serait la toute première donnée, mais c'est pas grave, je vais la compléter. Toute première donnée en France métropolitaine de l'espèce. Voilà. Exactement. Donc le martin pêcheur d'Amérique, c'est un martin pêcheur grognon, on peut le dire, Grognon. parce que bon oui, bah avec cette espèce de crête au-dessus de la tête, il a un air pas très commode. Oh, bah, comme beaucoup de Donc martins c'est un pêcheurs. très très gros oiseau, mine de rien, par rapport à notre martin pêcheur Oui, à il nous. a une bonne taille, ouais. Donc le martin pêcheur Mhm. d'Europe. On serait un peu plus proche d'ailleurs des martins chasseurs, je dirais en vrai, en termes de taille. Bon, on est quand même sur Oui, c'est un gros des truc. tailles quand même inférieures, mais voilà, on est quand même sur des tailles plus importantes. Et c'est bleuté sur, on va dire, la face dorsale. Le plumage est blanc sur la face ventrale avec un plastron marron. Et cette huppe gigantesque qui coiffe la tête. Gigantesque. Et d'ailleurs, la tête même en elle-même. De quoi ? Pas si grosse Ah que oui, ça, bah quand même. moi je trouve que... Oh. Oh, je sais pas, moi j'ai vu des... Après, ça dépend si elle est repliée ou pas, bien sûr. Mais j'ai vu des clichés, j'ai eu la chance de connaître des gens qui ont pris cet oiseau en photo. Et la crête est énorme. Voilà, donc voilà, si jamais vous avez cette occasion... Parce qu'apparemment, il pourrait peut-être rester un peu plus longtemps en France que prévu. Hein. Il a l'air de trouver de quoi manger, hein, ce qui est nécessaire pour Bah, lui. s'il plaît, pourquoi pas. Donc, bah, peut-être que... ah bah ouais, peut-être qu'on aura des martins pêcheurs d'Amérique nicheurs. On n'en est pas Ah oui, il n'y en a encore là. qu'un seul, hein, tu sais, alors attention, ils se reproduisent quand même par deux, C'est vrai. normalement. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Donc, alors pourquoi cet oiseau il est arrivé chez nous ? Eh bien, tout simplement parce que sans doute un individu accidenté à cause peut-être de tempêtes ou ce genre de choses-là. Ça arrive assez régulièrement. On en parle d'ailleurs souvent dans le courrier de la Sterne. Donc voilà, profitez-en de cet oiseau très particulier, tout en respectant bien sûr sa proximité, parce que voilà, Et oui. comment dire, la nature prime avant tout. Exactement. Bon, alors du coup, toi de ton côté, une petite news ? Eh ben moi du coup j'ai une deuxième news Sophie, et ce sera du coup ma deuxième. Sache que on est en train de plancher, alors pas moi, mais des collègues de Pennsylvanie sont en train de plancher sur un jeu VR, Oh. mais un jeu VR particulier,
puisqu'il va servir au bagage des oiseaux. Je m'explique. Donc ça se nomme VR Mirova. Ça a été développé depuis 5 ans par l'US National Science Foundation et un certain David Towes. Et on doit la paternité de ce sujet à Lisa Wang, qui a justement travaillé en premier lieu sur ce projet. Et grosso modo, l'objectif, c'était de faire un jeu, ou du moins une interface, qui permettait quand même aux jeunes naturalistes de pouvoir s'entraîner au bagage lors de leurs examens au mois de mai. Parce que une grande partie des séquences de bagage est réalisée pendant que les étudiants sont en examen. Et donc, du coup, ils n'ont pas la possibilité de pratiquer cette séquence. Et donc grâce à ce jeu VR qui s'appelle donc VR Mivora, l'objectif est d'identifier les oiseaux, mais aussi d'avoir tous les gestes nécessaires lorsque on réalise le bagage des oiseaux. Et ça va même, Sophie, et ça va te plaire, jusqu'à identifier génétiquement les individus en réalisant des tests en laboratoire. D'accord. C'est quand même incroyable. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, non, écoute, c'est bien, il voit tous les aspects de la chose. Exactement. Et dernière bonne nouvelle, si vous avez un casque VR, vous allez pouvoir profiter de cela, puisque le jeu est entièrement gratuit. Voilà, sur SideQuest, donc qui est une plateforme un peu équivalente à Steam, sauf que c'est pour les jeux VR. Steam étant un agrégat entre guillemets de différents jeux vidéo que vous pouvez trouver, que vous pouvez par la suite acheter. Pour pouvoir y jouer plus tard, un espèce de store en ligne finalement. Ouais. Donc voilà, assez intéressant de voir aussi la VR se mettre à cela. On avait eu quelques tentatives intéressantes, mais ça n'avait pas été très probant. Et je vais rajouter un dernier truc, c'est qu'il y a carrément des vidéos qui sont implémentées dans le jeu pour te faire croire que tu es avec des collègues sur le terrain, en train de baguer les oiseaux, avec tous les gestes à faire et tout. Enfin, c'est quand même assez poussé, mine de rien, comme concept. D'accord. Ouais, c'est vraiment bien. Oh, mais c'est top, ça. Et toi, Sophie, tu termines pour nous la dernière rétro de l'année. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire ? Alors aujourd'hui, on va parler de pigeons. Alors les pigeons, vous en voyez tous les jours évidemment, hein, côté nouveauté, bon c'est pas terrible, mais par contre il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps dans Science et qui va vous parler cette fois-ci du champ magnétique de la Terre et de la manière dont les oiseaux le perçoivent. Et pour ça, quoi de mieux que de s'intéresser aux pigeons voyageurs, car comme vous le savez, ce pigeon voyageur, il voyage. Et donc il voyage, et on se disait que, bon, il utilisait le champ magnétique de la Terre, mais jusqu'à présent c'était quand même assez compliqué de déterminer comment il utilisait ce champ magnétique. On était plus parti aussi sur des histoires de repères visuels, hein, avec notamment dernièrement les villes qui sont pas mal éclairées, ça sert aux oiseaux à s'orienter, et ça on le sait. Absolument. Mais est-ce que le champ magnétique ce serait quand même pas important pour ces oiseaux-là aussi, pour s'orienter? Et cette dernière étude qui est sortie là, juste cette semaine, donc non, pas juste cette semaine, je crois que c'était juste fin novembre, autant pour moi. Okay. Donc cette dernière étude qui est sortie fin novembre nous explique qu'en fait dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne, donc du pigeon, eh bien on a des cellules spécialisées pour repérer le champ magnétique terrestre, suivre le champ magnétique terrestre, et donc ça permettrait à l'oiseau de se diriger grâce à ça. Alors les canaux semi-circulaires dans l'oreille interne, normalement pour nous en tant qu'humains, et pour le reste des mammifères et des oiseaux, normalement c'est ce qui vous sert à vous orienter dans l'espace, c'est l'organe de l'équilibre en quelque sorte. Ça vous permet de rester droit sur vos jambes, ça vous permet de pas tomber lorsque vous penchez juste la tête par exemple, ça vous permet de vous situer en 3D dans l'espace, c'est quand même bien pratique. Et donc ça sert notamment aux oiseaux pendant le vol, hein, pour arriver à se situer et à pouvoir bouger en 3D dans l'environnement. Eux, ils en ont particulièrement besoin, mais il semblerait que certaines cellules de ces canaux semi-circulaires ont en fait été en plus modifiées, en tout cas chez le pigeon, pour justement détecter le champ magnétique terrestre. Et ça c'est quelque chose de super intéressant, et c'est pour ça que ça a été publié dans Science, qui est quand même un sacrément bon journal. Voilà.
Donc c'est vraiment cette innovation qui a été découverte, parce qu'on le sait depuis de nombreuses années que pigeons, rouge-gorge aussi utilisent le champ magnétique terrestre pour pouvoir se déplacer. C'est vraiment cette innovation, cette particularité qui a été découverte. Exactement. Okay. Donc on savait pas comment, on avait une idée qu'il l'utilisait, mais on savait pas comment. Et là, l'expérience qui a été faite donc en aveugle pour ces oiseaux, pour pas qu'ils s'orientent, notamment grâce à la vue, et sert à montrer qu'effectivement, ce sont ces cellules-là qui vont servir à l'oiseau à s'orienter grâce au champ magnétique terrestre. Ah, les expériences à l'aveugle, elles sont vraiment marrantes. C'est vraiment, on met un cache-œil sur les oiseaux et on regarde comment ils s'orientent, quoi. C'est très, 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 très particulier. Exactement. Merci Sophie de conclure cette rétro de l'année. On va désormais passer à notre premier grand sujet. On va parler de pigargue. Exactement. Le pigargue, Sophie. On n'en parle pas souvent de cet oiseau, mine de rien. Non, alors on n'en parle pas souvent parce que je pense que on le considère comme étant quelque chose qui est assez bien connu finalement, notamment le fameux pigargue à tête blanche. Bon, l'emblème des États-Unis, tout le monde le connaît celui-là. On avait effectivement discuté de l'emblème des États-Unis. Il y a 40 épisodes de cela, quelque chose comme ça. Certainement. C'était avec Cécile Breton. Oui, exactement. Et bon, du coup, ce fameux pigargue à tête blanche, qui a toujours un petit air un petit peu fâché, ça c'est à cause des grands sourcils qu'il a au-dessus des yeux, c'est alors assez marrant. Est-ce qu'il est plus fâché que le martin pêcheur d'Amérique? Je trouve qu'il a quand même un regard, cet aigle pêcheur, comparé au martin pêcheur d'Amérique, je trouve que quand même, lui... Ou alors, est-ce que c'est tous les oiseaux américains, du coup, dans cet air grognon? Je sais pas. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a un continent qui est pas facile. C'est circonstance, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Il y a des conditions, c'est pour ça qu'il migre. Bref, donc, ce pigargue à tête blanche, comme son nom l'indique, il a la tête blanche. Alors, il a pas la tête blanche tout le temps. Les jeunes de l'espèce, ils sont complètement bruns. Contrairement aux adultes qui ont donc le corps brun, mais la tête blanche, et normalement, cette tête blanche, ce plumage blanc va arriver petit à petit au cours des 4-5 premières années de la vie de l'animal, jusqu'à ce qu'il devienne physiquement adulte et capable de se reproduire, donc dans sa 4e ou 5e année. Et cet animal-là, donc, est assez particulier, comme on a dit, c'est l'emblème des US, et c'est un aigle pêcheur, donc il a des adaptations pour aller pêcher du poisson, notamment des yeux un peu spécifiques. Vous verrez qu'ils sont très 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 clairs, l'iris est extrêmement clair, il est aussi entre le jaune pâle et le bleu assez clair, donc c'est une couleur qui est assez... un peu aqueuse en fait dans son style, c'est plus jaune pâle généralement, mais c'est vraiment très très clair, ça lui donne ce regard très perçant qu'on lui connaît aussi, en plus de ses sourcils un peu froncés. Et ça lui permet notamment de voir sous l'eau et de détecter le poisson et de pouvoir l'attraper grâce à des serres qui, pareil, sont faites spécifiquement pour pouvoir choper le poisson, parce que le poisson, ça glisse quand même pas mal, et donc il faut des pattes bien spécifiques pour que le poisson ne glisse pas entre les pattes, littéralement. Donc, plein d'adaptations sur cet animal, plein d'adaptations et un animal finalement qu'on connaît pas mal parce qu'il a été l'objet de pas mal de projets de conservation. Vous savez qu'à une certaine période, cet animal était en voie d'extinction et ce n'est qu'il y a quelques dizaines d'années que finalement il a réussi à refaire surface et à repartir dans une bonne voie, on va dire, parce que ça y est, il est plus ou moins tiré d'affaire et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il avait été fait l'emblème des US, parce que ça permettait de lui donner une certaine publicité au niveau du grand public. Publicité, voilà. C'est pas mal ça. Ouais, parce que comme ça au moins... On rappelle, ouais, les gens le connaissaient. En 89, projet donc justement pour sauver le pigargue à tête blanche, $1 milliard. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je crois qu'on n'a jamais autant donné pour un animal. Oui, exactement. Et bon, c'est un animal emblématique,
C'est pour ça, et il faut savoir aussi que on peut se dire que donner une telle somme d'argent pour la sauvegarde d'un seul oiseau, c'est quand même un peu abusé, mais il faut savoir que ça permet non seulement de protéger cet oiseau, mais de protéger le reste des espèces aussi sur son aire de répartition, et ça c'est important de le préciser. Donc ce $1 milliard, c'est pas seulement pour le pigargue à tête blanche, c'est pour toutes les autres espèces qui habitent le même environnement que lui, et ça c'est pareil. Donc on couvre non seulement des oiseaux, mais aussi tout ce qui est insectes, petits mammifères, petits reptiles, etc. Parce que ça va aussi couvrir... Ouais, même jusqu'à flore, en réalité. Évidemment. Et évidemment, le poisson dont il se nourrit, parce que bon, sinon c'est un peu stupide de conserver un animal sans préserver sa source de nourriture. Alors, c'est un animal qu'on connaît bien, et c'est un animal qui normalement migre. Alors, il va migrer notamment à l'automne, où il va descendre pour arriver à atteindre des endroits un petit peu plus chauds. Et c'est un animal donc qui a été l'objet de pas mal d'études, et que normalement on a tendance à se dire on connaît pas mal cet animal quand même. Voilà, tout le monde le connaît, tout le monde connaît sa tête. On a certainement plein d'études sur le sujet. Et ben il se trouve que, malgré tout, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas sur la bestiole. Et donc c'est l'objet d'une nouvelle étude qui a été publiée dernièrement, qui a été faite en Arizona, donc au niveau des US. Ils se sont rendus compte qu'en fait certains aigles pêcheurs, au lieu de migrer avec les autres vers le sud, comme d'habitude ils le font, et ben il y en avait qui décidaient de partir dans l'autre sens, vers le nord. Oh là là, quelle surprise. C'est des fauvettes à tête noire. Exactement. Et puis en plus, c'est des aigles qui migrent, mais on comprenait pas trop comment, parce qu'il y en a qui partent tout seuls. Ils partent même pas en groupe. D'habitude, il y a plus ou moins, ils décident de partir plus ou moins tous en même temps. Ça dépend des conditions climatiques, ça dépend de plein de choses, mais en gros, vous avez une migration qui va se passer plus ou moins au même moment. Bah là, non. Il y en a qui décident de partir tout seuls, comme ça, paf, vers le nord. Et puis plutôt que de repartir après pour la fin de la saison, ils décident parfois de s'installer dans le nord et d'y rester, et de pas remigrer vers le sud. et on se pose des questions naturellement. On se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, est-ce que c'est normal déjà, est-ce qu'il est malade peut-être, est-ce qu'on a un problème? Ah oui. C'est un problème. Donc entre 2017 et 2023, des scientifiques en Arizona ont décidé d'installer des balises GPS sur 24 jeunes aigles pêcheurs pour voir un petit peu où est-ce qu'ils partaient et ce qu'ils faisaient. Et il y avait aussi 2 adultes qui n'étaient pas en reproduction, enfin qui ne se reproduisaient pas à ce moment-là en tout cas. Et de voir un petit peu où est-ce qu'ils partaient. Donc ça leur permettait de faire une sorte de carte de migration. Il faut savoir que normalement, les aigles pêcheurs en Arizona, généralement, restent proches de leur territoire, là où ils vont nicher pendant l'année, pendant la plupart de l'année, parce qu'en fait c'est quand même un climat qui est assez chaud, l'Arizona, il n'y a pas vraiment besoin de bouger trop. Donc on migre pas tant que ça quand on est un aigle pêcheur en Arizona, on bouge un petit peu, parce qu'il faut suivre un petit peu les sources de nourriture, le poisson en l'occurrence, mais pas tant que ça. Et en fait, donc ils ont suivi ces aigles jusqu'à parfois jusqu'à 4 ans par animal. Et normalement, un long suivi. Oui, c'est quand même un long suivi, mine de rien, parce que ça, c'est beaucoup de données. Alors c'est un peu moins d'une trentaine d'animaux, enfin ça reste quand même beaucoup de données à analyser. Et donc normalement, les oiseaux nord-américains donc migrent vers le sud pendant la saison qui n'est pas la saison de reproduction, donc pendant leur hiver, pour avoir les températures un petit peu plus chaudes dans le sud. Et ils remontent vers le nord, donc vers les US, pendant le printemps, puis ils vont rester pendant la saison de reproduction, donc sur leur territoire habituel, pour se reproduire jusqu'à jusqu'à l'automne, où là ils repartent vers le sud, donc c'est plus ou moins normal. Sauf que, de temps en temps, on a des individus qui partent vers le nord. Et donc c'est là qu'ils se sont posés les questions. Ils se sont dit pourquoi et comment ça se fait. Et donc là, en fait, ils ont observé que
c'était généralement des jeunes oiseaux qui partaient plus vers le nord, c'était pas les anciens qui, eux, généralement, quand ils migrent, en fait, les oiseaux, donc la première saison de migration, lorsqu'ils ont quitté le nid et qu'ils suivent plus ou moins leurs parents pendant la première saison de migration, au début, ils savent pas trop par où aller, donc on a des patterns un petit peu erratiques, en quelque sorte, parce qu'ils partent un petit peu à droite, ils partent un petit peu à gauche, et puis ils reviennent un peu au centre, et puis ils savent pas trop par où passer. Bon, c'est normal, c'est leur première saison où ils migrent, c'est le moment où ils savent pas trop où ils vont, en fait. Ils se dirigent à l'instinct, ils essaient de suivre un peu les autres, mais c'est pas forcément très simple. Donc au fur et à mesure des ans, normalement, les routes de migration s'affinent pour chaque individu, et donc ils vont avoir leur route de migration favorite, et on va généralement avoir le même oiseau qui va passer par les mêmes endroits exactement, avec les mêmes aires de repos, etc. C'est comme vous, lorsque vous descendez dans le sud, lorsque vous prenez l'autoroute, vous vous arrêtez généralement à la même aire de repos, et vous avez vos petites habitudes. Si vous faites l'aller-retour régulièrement pendant les vacances d'été, c'est généralement comme ça que ça se passe. Donc les aigles et les autres oiseaux migrateurs, on suppose en tous les cas, c'est la même chose, c'est-à-dire que eux, ils ont aussi leurs petites habitudes lorsqu'ils migrent, et chaque aigle va avoir ses propres petites habitudes, il semblerait. Donc ça, c'est quelque chose que les chercheurs ont trouvé grâce à cette étude, c'est que leurs routes, elles sont toutes tracées, elles sont habituelles, et lorsque, tant qu'il n'y a pas de gros changements, évidemment, s'il y a une aire de repos qui soudainement est en travaux, vous n'allez pas vous y arrêter, c'est logique, vous allez attendre la suivante. Donc, mis à part ce genre de choses, normalement, les aigles vont toujours passer par les mêmes endroits et avoir exactement les mêmes routes. Sauf que lorsque vous êtes un jeune aigle pêcheur, il semblerait que des fois, vous n'ayez pas forcément envie de suivre les routes de vos parents et vous ayez décidé de partir autre part. Et donc en fait, les jeunes aigles pêcheurs qui se baladent vers le nord, c'est pas parce qu'ils migrent spécialement, en tout cas ils utilisent le moment de migration, ils partent aussi en automne, mais c'est pas forcément pour partir migrer avec leurs parents et pour essayer de partir hiverner dans le sud et ensuite de revenir au printemps, c'est parce qu'en fait ils partent plutôt pour essayer de trouver un territoire à eux. Donc ils vont pas passer de temps dans le sud, parce que s'ils passaient ce temps dans le sud, j'imagine qu'ils ne trouveraient pas forcément de territoire inhabité, où ils auraient plus de mal à trouver un territoire et où s'installer le printemps d'après en revenant peut-être. Donc en fait, plutôt que de partir dans le sud, ils sautent carrément l'étape et ils décident cette fois-là de partir vers le nord pour aller trouver un territoire qui leur convient, à condition qu'il y ait un petit peu de nourriture évidemment pendant l'hiver dans ce territoire-là, mais quand on est en Arizona, normalement c'est pas trop un problème. Et donc ils vont ne pas migrer, plutôt partir vers le nord pour trouver un territoire où s'établir. Et donc c'est ça la raison pour laquelle ces jeunes oiseaux, plutôt que de partir vers le sud, ils partent vers le nord. C'est ce qui avait un petit peu interloqué les scientifiques au début, mais finalement c'est logique quand on y pense. Raison logique. Voilà, c'est une raison tout à fait logique, c'est que plutôt que de décider d'aller faire un peu de farniente dans le sud avec le groupe, ils sont partis en recherche d'un logement. On a des priorités, hein, c'est normal, c'est comme ça, donc c'est pas une bête idée. Ils sont partis chercher une nouvelle maison. Donc c'est ce qu'on appelle la dispersion, quand on parle de jeunes oiseaux qui viennent de sortir du nid, hein, c'est la dispersion de ces jeunes qui vont donc chercher de nouveaux territoires où s'établir. Et donc ça c'était assez intéressant. ça avait pas mal étonné les scientifiques sur le coup parce que ils pensaient pas que c'était possible, mais oui, il semblerait que ce soit possible. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des comportements qui, au fur et à mesure des ans, et au fur et à mesure qu'ils ont étudié ces oiseaux-là, finalement, ils rencontraient de plus en plus. Alors, ils se disent, ça peut être un problème d'échantillonnage, je te dis que peut-être qu'au début, t'as pas forcément échantillonné les bons oiseaux. Ça reste quand même un échantillon assez faible, mine de rien, une 30aine d'animaux, c'est pas énorme. Mais eux, ce qu'ils se disaient, c'est que c'est possiblement aussi un effet du changement climatique. C'est-à-dire que comme on a un réchauffement, c'est plus simple de trouver à manger sur place, et donc c'est plus simple de sauter l'étape migration pour revenir après au printemps. Parce qu'en fait, comme il y a déjà de la nourriture sur place, t'as pas forcément besoin de bouger tant que ça, tu peux directement partir en recherche d'un nouveau territoire.
Donc c'est possiblement une conséquence encore du changement climatique qui fait encore une fois évoluer les comportements des oiseaux, ce qui serait pas détonnant, hein, très honnêtement. Non, clairement pas. Voilà, ça a du sens. Hein. Et ce qui est encore une fois très intéressant, c'est d'arriver à comprendre ces patterns de migration pour pouvoir mieux protéger les endroits où ces animaux vont pouvoir s'établir ou tout simplement migrer. C'était un peu le but de leur étude aussi, savoir où est-ce qu'ils s'arrêtent, savoir quelles sont les aires d'autoroute sur lesquelles ils font les stops. Et ça permet de protéger ces endroits-là et de mieux comprendre comment ces animaux voyagent. Donc bon, c'était un papier intéressant qui prouve qu'encore une fois, même sur des espèces qui sont emblématiques comme l'aigle pêcheur des US, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci pour cette longue démonstration, Sophie. Est-ce que a été discuté éventuellement la fragmentation de l'habitat dans l'étude Oui. Alors, alors j'en ai pas parlé évidemment, mais il y a plein de petits gros problèmes qui ont été soulevés pour la survie de ces animaux lorsqu'ils migrent, alors que ce soit les jeunes ou les adultes. Hein, d'ailleurs, les deux ont des problèmes sur leur chemin. Les jeunes sont évidemment soumis à plus de problèmes que les adultes parce qu'ils n'ont pas l'expérience et donc ils peuvent rencontrer des lignes électriques, ils peuvent rencontrer des voitures, ils peuvent rencontrer des trucs qu'ils ne connaissent pas et qui vont être un problème sur leur route, surtout quand ils y vont tout seuls, parce que là il y a personne pour leur montrer comment faire pour éviter les soucis comme d'habitude. Donc c'est pour ça que les longs voyages pour les jeunes aigles sont généralement assez meurtriers. C'est un des gros problèmes qu'on rencontre et c'était la peur des scientifiques pour ces jeunes oiseaux qui choisissent de disperser vers le nord au lieu de partir avec les autres vers le sud où ils auraient pu apprendre pas mal de choses en route. Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Alors il listait donc toute une liste de problèmes. Alors il y avait l'empoisonnement avec le plomb et les rapaces, tout ce qui est poison contre les rats et les souris, ce genre de choses, évidemment c'est toxique pour les oiseaux généralement, à part certains. La collision avec tout ce qui est turbine, alors on pense évidemment aux éoliennes, mais il y a plein d'autres trucs dans le ciel aussi qui peuvent être des problèmes avec des collisions, comme les lignes électriques par exemple. Ou les avions même. Ou les avions. Mais ils volent pas trop à cette altitude-là normalement. Mais bon, c'est plus les oies qui vont voler assez haut. Les aigles pêcheurs normalement c'est plus bas. Logiquement, les avions de ligne en tous les cas, ceux-là c'est pas trop un problème. À moins qu'ils décollent. C'est souvent le problème, hein, c'est les phases de décollage et d'atterrissage qui sont les plus problématiques pour les oiseaux. Oui. Bon, bref, il y avait plein de problèmes, en tout cas, qui étaient listés comme ça, mais c'est vrai que, la plupart, on a déjà fait le tour dans le courrier de la Sterne, donc je vais pas non plus répéter 15 fois. Oui, puis moi je vais refaire le tour en parlant du harfang, donc... Voilà. Voilà. Donc, vous en avez l'habitude, hein, 140 épisodes, il y a des trucs qui ne changent pas. Hein. Oui. Voilà. Bon, plein de soucis. Mais en tout cas, c'était intéressant à lire. C'est un article qui est pas forcément très... Comment dire, c'est pas comme l'autre dont je viens de parler qui était publié dans Science. Ça reste un article qui fera pas forcément date dans l'histoire, mais je trouvais l'idée intéressante, justement de montrer que finalement on ne connaît pas tout, même des espèces que l'on croit vraiment bien connaître. C'est pas forcément le cas. Eh bien merci Sophie, on va rester aux États-Unis parce que moi je vais parler d'Arfand des neiges et ce sera le dernier oiseau qu'on évoquera ensemble cette année, ce sera après ça. L'Arfand des neiges, Sophie, la fameuse chouette de Harry Potter. Oui. Voilà. Pour expliquer facilement qui est la Harfang des Neiges, qui est le Harfang des Neiges. Donc c'est Hedwige, hein, c'est la chouette que possède Harry dans la série. Oui, qui était un mâle, mais on va pas d'ailleurs. Du tout parler, qui est un mâle d'ailleurs, effectivement. Oui. On va pas expliquer grand chose de plus sur Harry Potter et le Harfang des Neiges. On va parler d'un projet qui est né en 2013, qui s'appelle le projet Snowstorm, donc tempête de neige, et référence évidemment à la couleur immaculée de l'oiseau, référence aussi au code de bagage qui est utilisé par les scientifiques
pour catégoriser l'espèce, puisque le nom anglais de l'arfan des neiges, c'est Snowy Owl, donc la chouette des neiges, d'une certaine manière. Et donc, 2013-2014, ce projet a été mis en place. Pourquoi ? Eh bien parce que les harfans ont envahi le nord-est de la région des Grands Lacs. Mais surtout, ou envahi carrément, mais surtout, ont été vus jusqu'en Floride et même dans les Bermudes. Dans les Bermudes. Et là, dans les Bermudes. Et là, les scientifiques, ils se sont dit, il va peut-être falloir étudier le comportement de ces oiseaux pour voir ce qui s'est passé. Et c'est assez marrant parce que certains passionnés, ils disaient dans l'article, aucun d'entre vous ne vivra sans doute jamais assez longtemps pour revoir un tel phénomène. Donc voilà, pour la petite histoire de comment est né ce projet Snowstorm, qui est porté par Scott Weidensoul. Et donc ils ont mis en place ce projet, ils ont équipé 22 oiseaux de transmetteurs GPS, et depuis 10 ans donc, eh bien l'équipe a placer des balises GPS sur plus de 115 oiseaux dans 17 états, dont 104 semblent encore aujourd'hui en état de fonctionnement. D'après ce que j'ai trouvé comme recherche sur leur site, donc c'est un site Snowstorm, on vous mettra le lien dans la description, et chaque oiseau a son propre prénom. Voilà, donc si jamais vous voulez un petit peu vous amuser à trouver des noms rigolos à peut-être certains animaux, eh bien sachez que les scientifiques font de même avec leur harfan des neiges. Donc on a des noms assez classiques, Newton, Neko, mais on a aussi des noms un petit peu originaux, comme par exemple Huron, du lac Huron. On a aussi des noms comme Montréal, on a voilà, des noms un petit peu particuliers qui sont présents, et sur chaque image vous voyez là où l'endroit où l'oiseau a eu la transmission GPS qui lui a été implantée. Donc voilà pour le projet Snowstorm, qui a permis de mettre en évidence plusieurs choses. Déjà d'estimer beaucoup mieux la population mondiale qu'on le pensait à l'époque. Parce qu'en 2004, on estimait que la population mondiale d'harfans des neiges était de 290 000 individus, ce qui est beaucoup. Ça fait pas mal. Et le projet Snowstorm est arrivé, ils ont fait une évaluation mondiale de l'état de la population. Ça a été publié cette année, en 2025. Et l'estimation de la population, Sophie, à ton avis, elle est de combien ? Oula, j'en ai aucune idée. La moitié de ça, peut-être ? Ah, c'est même plus que la moitié de ça, c'est 10 fois moins que ça, entre 14 000 et 28 000 individus, adultes en âge de se reproduire pour être précis. Donc on est beaucoup plus alarmiste sur l'état de la population de l'arfan des neiges, et tout ça a été permis grâce à l'équipe de Snowstorm, qui a permis un suivi plus, on va dire, ciblé de la population. Et puis on a aussi des données de suivi, comme je l'ai dit, transmission GPS, donc on a suivi les déplacements des oiseaux, notamment de l'Arctique, là où les oiseaux nichent vers des descentes justement au Canada, voire aux États-Unis, donc notamment les zones d'hivernage, et c'est là justement que les oiseaux sont capturés et qu'on leur met les transmetteurs GPS. Et justement, cette année, un phénomène très très étrange s'est produit. On a des harfans qui ont été vus un petit peu partout. On a des harfans qui ont été vus dans la région des Grands Lacs, on a des harfans qui ont été vus dans le Michigan, on a des harfans qui ont été vus dans le Wisconsin, on a également eu des signalements dans l'état de Washington, dans l'Ohio, dans l'Iowa, dans le Dakota du Sud, donc tout ce qui est, on va dire, États-Unis central, et même à New York, voilà. Et les scientifiques ont été surpris, ils se sont dit mais c'est pas possible, encore justement une irruption de ces oiseaux. Comment on peut expliquer cette irruption, Sophie, comme tu le disais toi-même? Qu'est-ce qui explique ces déplacements un petit peu étranges? Et les scientifiques, ils sont arrivés assez facilement à la conclusion en réalité que, il y a eu une reproduction importante d'harfans des neiges, parce que de nombreux bébés harfans sont descendus vers le sud cet automne. Et pourquoi il y a eu un baby boom justement chez ces oiseaux? Eh bien tout simplement parce qu'on avait une abondance de proies très importante cette année, sous la forme des
lemmings, voilà, ou des petits comment dire, marsupiaux qui se déplacent sous la neige. C'est d'ailleurs la méthode de chasse préférenciée par l'Arfan des neiges, à savoir patienter et attendre qu'un animal se déplace sous la couche de neige et pouvoir justement l'attraper au passage. Donc voilà ce qui expliquera un petit peu cette descente justement un peu inattendue d'oiseaux jusqu'au centre des États-Unis. Et peut-être qui sait dans les Bermudes au mois de janvier, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura d'autres oiseaux qui seront vus encore plus bas. Alors évidemment, on l'a dit, la population d'Arfan des neiges, c'est une population qui est extrêmement faible par rapport aux estimations de base. J'ai dit entre 14 000 et 28 000 individus reproducteurs. Alors pourquoi justement la population d'Arfan des neiges est menacée ? Eh ben, on l'a dit, on a parlé de changement climatique, on parle d'empoisonnement au mercure, on parle de collisions avec les véhicules qui sont très largement sous-estimés. Et d'ailleurs, on a fait une première étude qui est sorti donc dans le colloque francophone d'ornithologie qui nous avait été présenté donc au mois de décembre, qui estimait qu'on avait 40 millions d'oiseaux qui décédaient chaque année de collision avec des véhicules, ce qui est énorme quand on y pense, et rien qu'en France. Donc force est de constater qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de ces différentes problématiques pour sauver l'espèce. Malheureusement, l'espèce, on ne pourra pas la sauver en Suède parce que l'oiseau a été déclaré disparu le 11 décembre dernier par un communiqué de BirdLife International. Alors l'oiseau était présent environ plus de peut-être même quelques milliers d'individus qui étaient présents en Suède dans les années 70. On parle de plusieurs centaines de couples reproducteurs, ce qui est assez prodigieux. Mais à partir des années 80, on a eu une chute drastique de la population qui n'a jamais pu être arrêtée. Et en 2015, on n'a plus du tout eu de nidification de l'Arfan des neiges. Et à partir de ce moment-là, on a attendu peut-être une année, 2 années, 5 années, et puis en 2025, on a décidé de prendre la décision de considérer l'animal disparu en Suède dans un endroit où l'oiseau était quand même très bien représenté. Alors, qu'est-ce qui explique cette disparition ? Plusieurs choses. La perte de l'habitat, bien sûr. On a parlé des collisions avec les voitures, on parle des activités humaines, de la déforestation, mais il semblerait que ce soit aussi le réchauffement climatique, puisque j'ai expliqué il y a quelques instants que l'animal se nourrissait de marsupiaux, en tout cas de petits... c'est pas des marsupiaux, c'est des petits rongeurs. Pas marsupiaux, pardon, des rongeurs, effectivement, ça va être compliqué. Oui. De petits rongeurs qui se glissaient sous les tas de neige. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de neige, du coup, la technique de chasse de l'Arfan des neiges est un peu caduque, et donc on suppose que à cause justement de la disparition de ces couches de neige progressives, l'oiseau a vu sa technique de chasse mise en péril, et quelque part, la population n'a pas réussi à s'adapter vis-à-vis de ces conditions-là. Ça reste encore à prouver, bien sûr. Il y a encore des recherches qui doivent être faites, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de savoir si c'est, on va dire, principalement cette raison qui fait que, mais il y a de très très grandes chances que le réchauffement climatique ait une énorme part de la responsabilité de la disparition de l'oiseau en Suède. Voilà. Encore une fois. Bon, au moins, s'il disparaît d'un côté, il a l'air de se reproduire de l'autre, donc au final, c'est pas si mal. Ouais, après, est-ce que ça va tenir, hein ? Ça, c'est toujours la chose la plus importante, d'autant plus qu'on le sait, il y a des coupes dans les budgets de conservation et de préservation d'habitat qui sont de plus en plus importantes, notamment aux États-Unis. Alors, les États-Unis ne sont pas le Canada ni l'Arctique, mais voilà, on a aussi ces réflexions-là qui se portent en Amérique du Nord. Donc à voir effectivement. Et puis le réchauffement climatique qui est visiblement très problématique pour l'Arfan des neiges. En même temps, donc on termine l'année sur une mauvaise nouvelle, je suis désolé Sophie. Ah, hélas. Hélas. Oui. Ce sont des choses qui arrivent, mais en même temps, un animal qui était inféodé à un milieu enneigé, en cas de réchauffement climatique, j'avoue que, je
j'étais mal barré. Hein. Déjà dans les petites lignes, Ouais, bon. c'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Ça s'annonçait mal. Donc voilà pour le Harfang des Neiges. Et voilà pour notre dernier épisode, Sophie, de l'année. J'ai l'impression que les gens vont dire, mais vous allez souhaiter bonne année et tout parce que c'est la fin de l'année. Non, vous continuez, on est au mois de janvier, pardon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Bon, ça n'empêche qu'on peut quand même leur souhaiter bonne année, et puis voilà. On peut leur souhaiter bonne année, ça fait 3 épisodes qu'on leur souhaite bonne année à nos auditeurs et à nos auditrices. Et ben ça fera la 3e fois, et puis c'est tout. Hein. Écoute, on est gentils, voilà, on est très gentils, on leur souhaite bonne année, et on espère que 3 fois, ça leur permettra d'avoir une 3 fois meilleure année. Je sais pas, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On espère que vous avez passé un agréable moment à écouter ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez évidemment pas à la partager. Si vous avez aimé l'émission, eh bien, vous pouvez aussi retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast, de streaming, sur YouTube pour les différentes questions. Et si vous voulez des précisions, eh bien, il y a toujours les sources qui sont fournies dans la description. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.